Donc, merci tout le monde d'être venu en grand nombre à cette conférence. Donc, mon nom est François Proulx. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeur associé à la chaire de recherche CRSNG sur l'eau potable de l'Université Laval. Je travaille aussi à la Ville de Québec et avec la communauté métropolitaine de Québec à titre d'expert en eau potable. Je tiens aussi à souligner la présence de Manuel Rodriguez, qui est titulaire de la chaire de recherche en eau potable à l'Université Laval. Aujourd'hui, notre 8e conférence vidéo, qui va commencer bientôt. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler les règles. Donc, on vous demande de garder vos caméras, micros fermés durant la durée de la rencontre. La conférence devrait durer entre 20 et 30 minutes. Je vais apparaître à l'écran pour indiquer vers la fin de la conférence, pour indiquer à notre conférencière qu'on approche de la fin, après laquelle nous allons prendre des questions de participants. Donc, à ce sujet-là, vous pouvez soit utiliser la fonction clavardage de Zoom ou soit lever la main si vous voulez la poser, la question en personne. Et puis, on pourra le faire de façon conviviale comme ça. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Christine Beaulieu. Christine est titulaire d'un baccalauréat en chimie, d'une maîtrise et d'un doctorat en génie civil de l'Université Laval. Lors de ses études au sein de la chaire de recherche en eau potable de l'Université Laval, elle s'est spécialisée sur les enjeux touchant la qualité de l'eau potable. Elle travaille à la section des laboratoires de la Ville de Québec depuis 2004 à titre de chimiste chef de laboratoire. La mission de la section des laboratoires consiste à assurer le contrôle, notamment, je devrais dire, la mission consiste à s'assurer notamment du contrôle de la qualité de l'eau potable distribuée sur le territoire de la Ville de Québec et à contribuer au développement de l'expertise et de l'organisation en matière d'eau potable. Elle s'intéresse particulièrement aux questions relatives à la formation des sous-produits de désinfection et à la présence des contaminants d'intérêt émergent, ainsi qu'aux problématiques de corrosion dans l'eau potable. De plus, elle est responsable depuis 2010 de la réalisation des suivis du plomb dans l'eau potable à la Ville de Québec. Le titre de la conférence de Christine est « Le plomb dans l'eau potable, état de la situation ». Donc, à toi, Christine. Merci François pour cette introduction et cette entrée en matière. Je tiens à vous remercier tous aujourd'hui de vous joindre à moi là, pour cette conférence-là. Histoire de gérer un peu les attentes, aujourd'hui, je ne travaillerai pas à vous faire un portrait des résultats, des dépistages et autres qui ont été faits dans le cadre vraiment du programme du plomb de la Ville de Québec, mais je tiens davantage à travailler sur une approche informative pour bien recontextualiser c'est quoi la problématique du plomb dans l'aqueduc, puis permettre ensuite de peut-être mieux comprendre les enjeux qui découlent justement de cette problématique-là. Donc, comme François le mentionnait si bien tantôt, il va apparaître vers les 15-20 minutes là, pour m'avertir, puis vous allez comprendre pourquoi, parce que je serais une conférencière assez exubérante en mon genre, donc il va falloir me brider un petit peu là, pour le contenu et le temps. Et en tout cas, je vais faire des efforts de mon côté là, pour que ça puisse aller assez rondement. Donc, au niveau de la présentation aujourd'hui, ce que je m'apprête à aborder avec vous, c'est, oui, en effet, quels sont les effets du plomb sur la santé. Je ne me concentrerai pas sur cette thématique-là puisque je ne suis pas une professionnelle dans le milieu de la santé, mais au moins comme venir poser les bases sur lesquelles reposent nos préoccupations. Le plomb dans l'eau potable, qu'est-ce que ça signifie en termes d'enjeux, en termes de principes chimiques et de problématiques, les exigences réglementaires qui sont associées, les développements qui sont en cours par rapport à ça, la stratégie qui est à déployer en tant que ville, en tant qu'organisation, les défis qui sont à relever, ainsi que des questions qui doivent être posées, qui doivent se poser en tant que collectivité. Donc, les effets sur la santé, ce qu'on sait, c'est que le plomb, la principale voie d'exposition qu'on a par rapport à l'être humain, c'est l'ingestion. Donc, ce n'est pas une question de le respirer, ce n'est pas de l'absorption cutanée, c'est vraiment quand on le consomme par voie orale. Puis les principales sources d'exposition qu'on observe, c'est dans un premier temps l'alimentation, on a l'eau potable et pour les plus jeunes, donc ceux qui sont encore dans leur phase orale, ben, c'est les matériaux contaminés, donc les vieux matériaux qui contenaient des vieilles peintures contaminées, des hydrocarbures et des contaminations, surtout pour les sols. Moi, je vois mes jeunes enfants travailler sur le terrain, là, puis c'est pas long qu'à 2-4 ans, là, ça se mettait de la roche dans la bouche, puis c'était une voie d'entrée là, très privilégiée par rapport à ça. Donc, quand on regarde ça, c'est sûr que là, on voit que l'enfant
a déjà une certaine prédisposition, une certaine vulnérabilité à l'exposition de plus qu'un être humain qui est capable de se contrôler. Il y a le taux d'absorption aussi qui vient jouer, qui entre en ligne de compte. On remarque que chez un adulte, normalement, le taux d'absorption au niveau des tissus, au niveau des os, c'est de l'ordre de 10 à 20 alors que chez les jeunes enfants et les femmes enceintes, on parle plus d'un taux d'absorption de l'ordre de 50 Donc, grosso modo, ça vient vous positionner pourquoi notre préoccupation principale est vraiment associée à nos jeunes enfants là, au niveau de la population. Quand on regarde aussi au niveau des effets de la santé, mais il faut regarder c'est quoi les risques qui sont associés. C'est une chose de le consommer, mais est-ce que c'est vraiment dommageable? Est-ce que c'est vraiment toxique? Donc, ce qu'on voit, c'est que l'intoxication, bien, ça dépend toujours de la dose qui est ingérée, puis ça va dépendre aussi du type d'exposition. Donc, on a un type d'exposition transitoire, ça veut dire qu'une fois un événement isolé, on consomme du plomb, ou versus chronique, où ce que là, on est vraiment exposé sur une base régulière. Pour les adultes, ce que ça peut entraîner une exposition au plomb, puis là, je rassemble tous les types d'intoxication possibles, c'est éventuellement une hausse de la pression sanguine. Ça peut provoquer aussi des problèmes métaboliques au niveau du foie, entre autres, et c'est un composé aussi qui est considéré comme probablement cancérigène. Mais chez l'enfant, en plus de tous ces effets-là en termes de risque, bien, il se rajoute aussi des problématiques d'anémie. On a aussi le développement de problèmes cérébraux, donc des déficiences au niveau du développement en jeune âge. Et on voit de plus en plus émerger la problématique du TDAH, qui est quand même un enjeu de société qui est de plus en plus criant là, au niveau des problématiques de récurrence observées au niveau des populations. Ce que ça nous amène à penser aussi, c'est que quand on regarde les données toxicologiques et épidémiologiques, bien, il ne semble pas y avoir de seuil de concentration minimum à partir duquel on n'observe plus d'effets sur la santé. C'est pour ça qu'on a vraiment un niveau de préoccupation qui est plus élevé par rapport au plomb parce qu'on sait que peu importe nos efforts, on ne sera jamais en mesure de pouvoir l'enrayer totalement, ce risque-là. Donc, il faut apprendre à le gérer. Et quand on regarde selon les études, surtout une étude qui a été conduite à Montréal, mais on sait que le plomb qui est contenu dans l'eau potable, ça contribue à environ 25 de la plombémie qui peut être mesurée chez les jeunes bambins. Une plombémie, dans le fond, c'est le taux de plomb qu'on peut mesurer dans le flux sanguin. Donc, ça vous mettait la table par rapport aux risques, les enjeux de la santé au niveau du plomb dans l'eau potable. C'est là que je viens plus élaborer sur pourquoi la problématique du plomb, à quoi c'est rattaché, c'est quoi les mécanismes de libération et de mobilisation. Donc, les sources de plomb, ben, c'est sûr que quand on regarde au niveau des milieux naturels, les eaux de surface, les eaux souterraines, le plomb est généralement pas très, très présent. C'est généralement même des concentrations très faibles, traces qui sont présentes dans nos milieux. Pourquoi? Parce que le plomb, c'est un métal qui est relativement stable chimiquement, donc qui n'est pas très soluble, pas très facilement oxydable, qui forme des complexes très forts et très stables, entre autres avec la matière organique, avec des oxydes, avec les nutriments comme le phosphore, et qui, par le fait même, est peu mobile. Ça veut dire que quand on a, supposons, du plomb, une contamination de plomb dans le sol, ben, il va être facilement séquestré par tout ce qui l'entoure au niveau de la matrice du sol et il n'y aura pas tendance à percoler puis à diffuser dans le milieu de l'aquifère. S'il est présent, par exemple, dans des particules ou des matières en suspension, parce que c'est toujours quand même un risque, bien, c'est là qu'on en vient dans la chaîne de protection au niveau de nos procédés, c'est que normalement, ces particules-là vont être aisément retenues quand on va arriver aux usines de traitement. Donc, honnêtement, quand on cherche une contamination en plomb, c'est vraiment pas là que se cache le plomb qui va être à l'origine de notre problématique d'exposition. Les sources de plomb, ben, si ce n'est pas le milieu naturel, la source d'approvisionnement, ben, ce qu'il faut regarder, c'est nos infrastructures. Donc, depuis des lustres, puis ça, c'est pas pour pas dire depuis des millénaires, le plomb, ben, il a été couramment utilisé dans la fabrication des canalisations, dont celle d'aqueducs. On a juste à repenser à l'époque des Romains, où ce que les aqueducs étaient justement fabriqués directement en plomb. Puis on en a encore des beaux exemples là, dans les terrains, les sites archéologiques. Et l'intérêt d'utiliser le plomb, ben, il repose sur quelques caractéristiques, mais qui en font quand même un attrait très, très important. Dans un premier temps, c'est
c'est un métal qui est très flexible, qu'on peut lui donner, conférer une forme pour pouvoir s'accorder, dans le fond, aux réalités qu'on a sur le terrain. C'est un métaux aussi qui est très malléable. Donc, quand on donne la forme d'un tuyau, d'une canalisation, ça devient très, très intéressant. On n'a pas besoin de lui apporter une force mécanique très importante pour le former. C'est un métaux aussi, comme je le disais tout à l'heure, qui a une très bonne résistance à la corrosion. Puis, l'autre élément que j'ai rajouté dans l'intérêt, c'est que vu que c'est un matériel qui est très malléable, très, très flexible, mais qui est relativement mou, si on résume ça, ben c'était pas un matériel qui était utilisé, qui était privilégié durant l'exercice de guerre, donc pour la production des chars d'assaut, pour les munitions et ainsi de suite. Donc, c'était un matériel qui était beaucoup plus disponible sur le marché durant les périodes de guerre pour justement l'utiliser à d'autres fins que pour les travaux associés à la guerre comme telle. Donc, quand on fait un constat comme ça, ce qu'on regarde, c'est qu'au Canada, c'est sûr qu'on avait cette préoccupation-là qui a émergé là, par rapport à la toxicité du plomb, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé à limiter et à interdire l'utilisation de ce type de matériel-là pour faire la fabrication des conduites à partir de 1975. C'est variable selon les États. Entre autres, aux États-Unis, on a continué à utiliser le plomb comme matériel dans les années 80, je dirais, jusqu'en 88. Fait que selon les pratiques des plombiers, selon les matériaux qui étaient disponibles, on peut avoir une certaine marge de manœuvre par rapport à la période où on va retrouver le plomb en tant que canalisation. Les autres sources de plomb, parce que si, supposons qu'on considère qu'on avait les canalisations, bien, il n'y a pas seulement les canalisations qui contenaient du plomb. Ce qu'on voit, c'est que par le passé, puis je pense que ça peut être une image qu'on peut avoir tous et chacun, c'est de voir les soudeurs avec leurs petites tiges de métal plomb éteint faire des soudures. Bien, c'était un matériel qui était couramment utilisé aussi pour faire les jonctions sur les matériaux, les conduites en cuivre. Et aussi, c'est un métal qui a été incorporé dans la formulation des laitons. Les laitons qui sont des métaux qui sont assez, je dirais, usinables et qui sont intéressants pour tout ce qui est de la fabrication des accessoires de robinetterie. Donc, raccords, robinetterie, valves. Donc, en ayant à l'esprit que le plomb est présent là-dedans, mais c'est sûr et certain qu'il faut prendre en considération que ces matériaux-là peuvent devenir aussi une source d'exposition au plomb. Quand on regarde le laiton, qu'est-ce qui fait en sorte, dans le fond, que c'est une source qui est quand même à privilégier? C'est que l'alliage qui constitue le laiton, c'est généralement du cuivre et du zinc. Mais malgré le fait que c'est quand même quelque chose qui est relativement malléable, pour pouvoir venir bonifier les propriétés mécaniques de ce laiton-là, il y a des granules de plomb qui sont ajoutés pour justement faire en sorte qu'on augmente le niveau usinable par rapport au matériel. Donc, ça vient faire en sorte que à partir du moment où le zinc qui est présent dans le laiton est grugé, donc quand le matériel est dézinquifié, bien, on voit ressurgir davantage l'exposition du plomb dans ce matériel-là. Et ce n'est pas exactement la même réglementation qui est en cours non plus par rapport aux canalisations en plomb. Ce qu'on a vu, c'est que jusqu'au début des années 1990, au Canada, on pouvait utiliser le plomb éteint 50-50. On pouvait utiliser aussi des laitons qui étaient fortement enrichis en plomb. Et à partir de 1990, on a commencé à réduire cette exposition-là. Donc, même, je vous dirais, aujourd'hui, c'est la même chose aussi aux États-Unis, depuis 2014, on envisage davantage des laitons qui sont sans plomb, puis qui contiennent, dans le fond, une limite de 0,25 qui vient d'une occurrence d'une contamination naturelle de procédés par rapport à leur fabrication. Au niveau de l'état de la situation du plomb dans l'eau potable, je parle de la Ville de Québec ici, mais dans les faits, on regarde, ça peut rejoindre plein d'autres municipalités. Nous, notre eau potable, quand on fait le suivi à l'intérieur de notre réseau de distribution, donc à la fin de notre procédé, on voit que nos teneurs sont bien inférieures à 0,1 microgramme par litre. Même nous, on se situe plus dans l'ordre de 0,05 microgramme par litre. Et on sait aussi qu'on n'a plus de canalisation en plomb. On sait, par exemple,
que même si on n'a plus de canalisation en plomb, il reste encore des sources potentielles d'exposition parce qu'on a encore des branchements de services qui sont installés avant 1975. On a encore des soudures au plomb éteint qui datent des années antérieures à 1990. Et on a aussi, mais plus en termes de propriété individuelle, des accessoires de plomberie qui sont en laiton et qui ne sont pas nécessairement de laiton de qualité. Donc, pourquoi le plomb, est-ce que c'est un problème? Si je viens de vous dire préalablement que c'est un matériel qui est quand même relativement stable, qui est relativement résistant, c'est que les conditions qui sont existantes dans le réseau d'aqueduc sont propices à sa mobilisation. Quand on parle de ces conditions-là, on parle des conditions chimiques en termes d'oxydoréduction, on parle des conditions microbiologiques, où on peut avoir un biofilm qui va faire un abaissement de pH qui va favoriser sa solubilisation, les conditions thermodynamiques et cinétiques. Quand on parle des conditions cinétiques, entre autres, on parle souvent de la température. La solubilisation du plomb, c'est un processus qui est endothermique, donc plus la température va augmenter, plus il va avoir tendance à vouloir se solubiliser. Et il y a également les conditions hydrauliques. Donc, plus on a des débits qui sont importants, une pression qui est importante, on peut avoir une érosion à l'intérieur des conduites. Puis cette érosion-là peut faire en sorte que justement, on va entraîner des particules, puis qu'on va entraîner aussi ce qui peut se solubiliser. Fait que ce qui est important de garder en tête, c'est que dans un réseau d'aqueduc, c'est très rarement la situation où ce que notre est à l'équilibre. Donc, on cherche toujours, dans une certaine proportion, selon les caractéristiques physico-chimiques de l'eau, à solubiliser la conduite ou à interagir avec la conduite. Au niveau des mécanismes de mobilisation du plomb, si on y va vraiment là, à la base, c'est que le plomb comme tel, élémentaire, s'il n'était pas affecté, s'il restait dans sa forme métallique, il n'aurait pas tendance à bouger. Pour qu'il puisse se libérer, dans le fond, il faut absolument qu'il soit oxydé. Puis quand je parle d'oxydation, je ne parle pas nécessairement de former un oxyde, mais de perdre ces 2 électrons, ce qui va le rendre vraiment plus, je dirais, intéressé à interagir avec l'eau. Donc, en perdant ces 2 électrons-là, il va passer de la forme Pb0 à Pb2+. Puis, là, si on combine cet effet-là avec le chlore résiduel, avec l'activité microbiologique qu'il peut y avoir dans le biofilm, si on l'incorpore aussi avec les mécanismes de corrosion galvanique, mais là, à ce moment-là, on peut avoir une série de composés qui peuvent se former, qui peuvent accélérer et favoriser la mobilisation du plomb. Et ces mécanismes-là, dans le fond, ils se répartissent en deux formes. Il y a la solubilisation comme telle de l'espèce du plomb. Donc, une fois qu'il a perdu ces 2 électrons, la forme Pb2+ est plus hydrophile. Il va potentiellement aussi former un complexe hydroxyle. Il va former aussi probablement un complexe avec les chlorures qui peuvent être présents à l'intérieur de l'eau. Et ça, bien, ça va faire en sorte qu'il va devenir plus soluble parce qu'il va être sous sa forme ionique. Et une fois qu'il bouge dans le réseau, ben, puis qu'il est encore présent sous forme complexe ou sous forme Pb2+, il va avoir aussi un certain intérêt à vouloir se fixer sur des particules d'oxyde de métal, d'oxyde de fer en particulier. Puis ça peut devenir des réservoirs d'accumulation de plomb. Donc ça, c'est un premier mécanisme de mobilisation. Le deuxième mécanisme, c'est la formation des dépôts. Au niveau de la corrosion, il y a plusieurs formes de corrosion. Il y a la corrosion uniforme, il y a par par piqûre, par crevasse et ainsi de suite. Mais à chaque fois qu'il y a une corrosion, ben, il peut y avoir justement une interaction avec les composantes, les caractéristiques physico-chimiques de l'eau. Donc, on peut avoir la formation, au lieu de complexes, mais d'espèces plus solides, donc le carbonate de plomb, on peut avoir la formation d'oxyde, de dioxyde de plomb, d'hydrocérucite, qui est un des complexes solides les plus fréquemment retrouvés au niveau des conduites. Et quand on a justement des mouvements au niveau des débits pression à l'intérieur des réseaux, bien, ces débris-là qui sont formés, qui viennent s'accumuler sur la paroi des conduites, peuvent être érodés et être libérés à l'intérieur de la conduite, à l'intérieur de l'eau potable. Ce qui fait que quand je vous parle de ces 2 mécanismes-là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un mécanisme qui nous permet d'avoir toujours une libération relativement constante de plomb dans l'eau et un autre qui est de forme beaucoup plus transitoire. Ça veut dire que ça va varier en fonction des conditions hydrauliques à l'intérieur comme telles de la conduite.
Au niveau des exigences réglementaires, donc on le sait que la norme elle a beaucoup évolué dans le temps. Donc, lorsqu'on a adopté notre premier règlement sur la qualité de l'eau potable au Québec en 1984, la norme était fixée à 50 microgrammes par litre et déjà là, on était ambitieux à ce moment-là parce qu'au Canada puis aux États-Unis, là, c'était plus élevé en termes de normes. En 2001, on a la norme de 10 microgrammes par litre qui a été adoptée suite aux recommandations de l'EPA, entre autres. Et là, on considérait là, qu'on était vraiment là, en voiture avec cette norme-là. Et on a commencé à s'interroger justement plus sur la notion de la santé, de l'exposition de la population. Et en 2012, la réglementation elle a été amendée pour toujours maintenir la même norme à 10 microgrammes par litre, mais pour augmenter le schéma de surveillance qu'on a à l'intérieur de notre réseau pour voir si on avait des problématiques de libération de plomb. Et à ce moment-là, pour une ville comme la ville de Québec, la ville de Montréal aussi, entre autres, on se doit de faire au moins 50 prélèvements annuels là, pour vraiment s'assurer de satisfaire les exigences qui sont formulées. Et là, ce qu'on a depuis l'automne 2019, dans le fond, c'est une nouvelle ligne directrice qui est adoptée de façon, je dirais, préventive, oui, mais qui est pas encore entérinée dans le règlement, mais qu'on se doit d'appliquer, dans le fond. C'est que là, maintenant, on se doit de descendre notre norme à 5 microgrammes par litre, tout en respectant la même exigence au niveau du nombre de prélèvements. Donc, ça, c'est un protocole en particulier. Ce que ça implique, c'est de faire couler l'eau pendant une période de 5 minutes, de faire stagner l'eau pendant une période de 30 minutes après. Et c'est suite à cette stagnation-là qu'on vient prélever un échantillon de 250 ml au premier jet. Donc, ça a certaines répercussions. Ça veut dire que si mon résultat après le premier jet est supérieur à 5 minutes, je suis non conforme en vertu de la nouvelle ligne directrice qui devrait être entérinée dans le prochain règlement sur la qualité de l'eau potable. Il faut remettre ça en contexte maintenant. Qu'est-ce que ça signifie de prélever le premier échantillon, le premier jet après le 30 minutes de stagnation? Je viens vous schématiser, dans le fond, à quoi correspond un branchement de service. Vous avez ici, en bas à droite, la conduite d'aqueduc transversale qui circule dans la rue et auprès duquel toutes les résidences sont connectées. Vous avez le branchement de service qui sert à connecter la conduite d'aqueduc jusqu'à la valve d'arrêt à l'intérieur de la résidence, la valve de fermeture. Et sur ce branchement de service-là, on répertorie deux tronçons. Il y a la partie ville qui est localisée sur l'emprise de la ville et qui est vraiment la propriété de la ville. Et il y a la partie privée qui est localisée sur le territoire, sur le terrain, dans le fond, du propriétaire de la résidence. Et l'autre partie qui est importante de regarder, c'est qu'à partir du moment où on dépasse la valve d'arrêt à l'intérieur de la maison, bien là, on considère que c'est la plomberie domestique de la résidence qui est en cause. Donc, quand on fait le prélèvement tel que demandé par le règlement, donc le premier litre ou le premier 250 ml suite aux 30 minutes de stagnation, mais on se trouve à venir chercher l'échantillon qui est à proximité de la robinetterie. Donc, avec un 250 millilitres, ça correspond environ d'aller capter l'eau qui a séjourné pendant 30 minutes dans les 2 premiers mètres, juste annexés à côté du robinet. Fait que si vous voyez par rapport à la figure antérieure, si je reviens, ça veut dire que les 2 premiers mètres, c'est fort probablement pas dans le branchement de service qui sont localisés, mais ils sont encore confinés dans la partie de la plomberie domestique. Si, supposons qu'on se trouve à avoir un dépassement au niveau de ce premier litre-là, mais ce qui est recommandé par le ministère, c'est de procéder à des échantillonnages successifs. Moi, je vais vous parler un peu de la pratique qu'on fait à la Ville de Québec. On fait un premier jet. On fait un deuxième jet. Il y a une erreur sur ma diapositive, là, ce n'est pas des litres, là, mais c'est les 250 ml. Ensuite, on fait après 1 minute d'écoulement et on fait après 5 minutes d'écoulement. Fait que ces échantillons-là nous permettent de pouvoir aller chercher de l'eau qui a stagné dans différents endroits au niveau de la canalisation. Donc, a priori, quand on parle vraiment du branchement de service, bien, on a avantage à aller chercher entre le deuxième jet et 1 minute d'écoulement. C'est ce qui va nous donner vraiment la meilleure représentation pour dépister les branchements de service en plomb. Donc, même, on a avantage à aller détailler un peu plus là, en allant chercher un échantillon à 30 secondes là, pour avoir une meilleure vision de la situation. Et là, pourquoi je dis qu'on a avantage d'avoir une meilleure vision de la situation, c'est que chaque résidence, c'est un cas
particulier. On ne sait pas à quelle distance la valve d'arrêt est située par rapport à l'emprise. On ne sait pas la longueur du terrain. On ne connaît pas non plus le dédale des canalisations qui circulent à l'intérieur des résidences. Fait qu'il faut y aller un petit peu à l'aveugle et au radar. Il faut se donner le maximum d'informations pour pouvoir avoir la meilleure interprétation possible par rapport à la situation. Et si je vous fais un topo général, parce que là, c'est vraiment propre à ce que nous, on a observé au sein de la Ville de Québec, ça ne veut pas dire que c'est comparable à ce qui se passe à la Ville de Montréal ou dans d'autres villes au niveau du Québec. C'est qu'au niveau du réseau principal, dans les données historiques qu'on a, c'est qu'on avait environ 3 % des résultats qui sont supérieurs à 5 microgrammes par litre. On a environ 9 % des résultats qui montrent que dans la section des branchements de service, on a des niveaux de plomb qui sont supérieurs à 5 microgrammes par litre. Et quand on arrive au niveau de la robinetterie, donc de la plomberie domestique, on voit qu'on a 11 % des résultats de plomb qui sont supérieurs à 5 microgrammes par litre. La beauté de la chose là-dedans, ce qu'il faut vraiment remettre en perspective, c'est que les 11 % qui sont là, ce n'est pas nécessairement les mêmes 9 % qui sont là. On pourrait avoir des résidences où ce que tout serait beau à proximité de la robinetterie, mais qu'on verrait poindre un pic de plomb dans la section du branchement de service et inversement. Donc, c'est vraiment important de bien caractériser la situation. Au niveau des exigences réglementaires, bien, c'est sûr que ce que le règlement nous demande maintenant, c'est de pouvoir publier de façon publique un bilan de nos non-conformités qui sont relevés à chaque année. Et maintenant, ce qui va être nouveau aussi par rapport à la nouvelle réglementation, c'est qu'on va devoir aussi publier un plan d'action qui va devoir être actualisé lui-même à chaque année pour pouvoir réduire les sources de plomb dans notre réseau. Mais quels sont les pouvoirs d'une municipalité concernant les correctifs à déployer? Bien, c'est là la beauté de la chose, c'est que dans les faits, la ville, elle peut travailler sur ce qui lui appartient. Donc, remplacer les canalisations qui lui appartiennent, donc la portion publique, des branchements de service. Là, ensuite, quand on rentre dans la zone de la propriété privée, mais là, ce qu'on peut faire, c'est mettre des incitatifs ou des règlements en place pour pouvoir favoriser la prohibition. C'est pas un beau terme, pour pouvoir prohiber le plomb dans ces branchements-là. Donc, la Ville de Québec, entre autres, nous, on a adopté une réglementation pour prohiber l'usage des canalisations en plomb et on a aussi mis fin à ce que je pourrais dire, là, j'ai les droits acquis, c'est ça, le bon terme. Donc, à partir du moment où on repère qu'il y a une canalisation qui est en plomb, la Ville a statué qu'on devait procéder au remplacement. L'autre élément aussi qui reste comme outil dans notre boîte, c'est de contrôler la corrosion à l'intérieur du réseau d'aqueduc. Donc, la stratégie à déployer, ce que nous, on a regardé, c'est que vu que le taux de remplacement des infrastructures est inférieur à 2 %, c'est très dur en termes d'entretien de venir changer, puis d'ouvrir les rues, puis d'aller voir ce qui se passe sur le terrain, bien, ça réduit nos opportunités pour pouvoir dépister les branchements de service. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est une stratégie plus sur 2 phases. Donc, dans une première phase, on va travailler sur une méthode plus efficace pour réduire l'exposition. Donc, on va documenter notre réseau d'aqueduc, on va dépister et on va travailler sur le remplacement. Et dans une phase 2, on va travailler sur le contrôle de la corrosion. Donc, une fois qu'on va avoir fait le ménage de nos branchements de service, bien, à ce moment-là, on va pouvoir appliquer des inhibiteurs de corrosion pour pouvoir limiter ce qui pourrait être dégagé par la plomberie domestique de nos citoyens. Mais c'est important le sens dans lequel je vous ai présenté les phases, c'est que si on commence tout de suite par le contrôle de la corrosion, on va avoir un problème parce que ça va venir inhiber notre capacité de pouvoir faire le dépistage. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller en séquence. Au niveau des défis qui sont à relever, mais c'est sûr que quand on pose cette question-là, c'est quand même un gros chantier que de devoir faire le remplacement de tous les branchements de services. En tout cas, pour une ville comme Québec, où ce qu'on sait qu'on a un historique de branchement encore présent, il faut vraiment faire des analyses de coûts-bénéfices par rapport aux solutions qui sont possibles, qui sont à déployer. Il faut aussi, on ne peut pas se le cacher, faire de l'optimisation du contrôle de la corrosion, mais ça l'amène aussi de la gestion de risque. Il faut gérer le risque sanitaire, qui est justement le risque d'exposition de notre population. Il faut aussi gérer le risque budgétaire, parce que c'est quand même des coûts très, très importants qui sont requis pour faire ces remplacements-là. Et il y a toute la notion du légal, parce qu'on s'en va jouer dans la frontière entre le public et le privé. Donc, il faut pouvoir s'appuyer sur des bases fermes et des précédents pour pouvoir vraiment se donner les coups des franges pour pouvoir aller de l'avant.
Et je vous dirais que l'un des principaux défis qu'on a là, présentement aussi, c'est d'arriver à rejoindre et de communiquer ces enjeux-là efficacement avec notre population pour leur faire comprendre le pourquoi qu'on s'en va dans ces directions-là et aussi la portée des résultats qui vont en découler. Et on a des questions à se poser. C'est un enjeu de société, comme je vous l'ai dit, ça implique plein de choses. Ça va venir bousculer nos façons de faire de l'entretien préventif au niveau de nos réseaux, sur la façon de gérer aussi la production de notre eau potable. Il faut voir réellement c'est quoi le niveau de risque réel pour notre population. Puis ça, je pense que c'est important de pouvoir le quantifier, puis de pouvoir aussi être transparent vis-à-vis de notre population par rapport à ça, parce que c'est ce qui va venir motiver et justifier les décisions qui vont être prises par l'organisation. Il va falloir aussi regarder dans quel va être l'état de la situation au Québec. Là, on amorce cette nouvelle norme-là, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que comparativement à la norme de 2012, je vais passer d'un taux de non-conformité de 3 à un taux de non-conformité de 10-12 %. Donc, ce n'est pas du tout le même effort à gérer. Donc, ça va impliquer davantage de dépenses aussi pour les organisations. Puis, est-ce que la population est suffisamment informée et sensibilisée aussi par rapport à ça? Moi, j'entends des gens encore qui me disent ça fait 40 ans que j'en bois de mon eau, il n'y a pas de problème, vous ne viendrez pas m'embêter. Mais il faut tout remettre ça dans une perspective d'échelle de temps. C'est une question de pérennité des infrastructures. Et qui doit financer les mesures correctives? En ce qui nous concerne, bien, la Ville de Québec, on a déployé un programme de subvention pour essayer d'aider la population à faire face à ces dépenses-là. Mais il faut voir aussi d'un point de vue collectif, gouvernemental, dans quelle mesure on est en mesure, c'est un peu redondant ce que je viens de dire, mais dans quelle façon on est capable de pouvoir appuyer ces changements-là et vraiment venir motiver ce changement de... C'est ma dernière diapositive. Je me considère quand même pas pire. Donc, comment qu'on vient motiver ces orientations-là? Puis, moi, un des points qui vient vraiment me toucher particulièrement, c'est que d'un côté, on essaie d'avoir une gestion de plus en plus durable de notre ressource. Donc, on a développé des outils par rapport à la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. On essaie de se donner des cadres pour essayer de se motiver à respecter ces objectifs-là. Mais d'un autre côté, si on veut pouvoir sauver sur les coûts, ou avoir une meilleure gestion de nos réseaux d'aqueducs par rapport aux risques qui est lié à l'exposition du plomb, mais il faudrait peut-être prévoir des purges, de pouvoir prévoir plus de rinçage, de dire aux citoyens, bien, faites couler votre eau, c'est des bonnes pratiques pour pouvoir gérer votre plomberie domestique. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt à faire en tant qu'individu? Ça, c'est une question qu'on doit se poser à chacun. Mais en tant que collectivité, je pense qu'il faut savoir prendre la balle au bon. Puis je pense que c'est un contexte qui se prête bien là, présentement avec tous les questionnements qui sont soulevés et la révision sur le règlement sur la qualité de l'eau potable. Fait que j'ai fait ça en mode sprint. J'espère vous avoir gardé quand même attaché au bout de vos écouteurs. Puis je vous remercie de votre intérêt là, pour la conférence. Puis si vous avez des questions, bien, je suis disponible. Merci beaucoup, Christine. Donc, nos statistiques indiquent que ton public n'a pas diminué entre le début et la fin de la conférence. Donc, j'ai déjà 2 questions pour toi, oui. Christine. Donc, à partir de... Donc, c'est une question qui vient de quelqu'un de la Ville de Québec, puisque je reconnais le code. À partir de quel pH le plomb devient problématique? Bien, ça va dépendre de la forme du complexe qu'on a, dans le sens où ce qui va venir gérer l'impact du pH, ça va être les caractéristiques physico-chimiques de l'eau. Ça veut dire que si on a une eau qui est peu alcaline, qui est peu minéralisée, c'est sûr et certain que la zone de pH optimale ne sera pas la même que pour une eau qui est plus minéralisée. Donc, c'est sûr que de façon générale, quand on regarde les guides de conception, mais plus au niveau des guides de corrosion, on privilégie davantage des zones de pH de 8,5 à 10,5. C'est là où on aurait davantage d'oxyde stable qui serait formé, puis où on aurait le moins de mobilisation. Mais encore là, c'est comme je dis, il faut toujours prendre ça en fonction des conditions qui sont inhérentes aux caractéristiques de l'eau, puis aussi de notre réseau. Oui, c'est important, surtout comme à Québec, où l'eau qui provient du bouclier canadien plus agressive. Hein? Exactement. Donc, il y a une question qui me provient de Sonia Bémel. Si je ne connais pas ma situation, mais entre parenthèses, mais j'ai des doutes, quelles sont les mesures de précaution que je peux prendre avant de consommer mon eau à la maison?
en attendant d'avoir des solutions. Ma maison a été construite dans les années 60. Est-ce que le gouvernement prévoit des incitatifs pour les citoyens pour refaire leur tuyauterie? Bien, je vous dirais que pour l'instant, le gouvernement n'a pas vraiment mis en place des incitatifs. Les incitatifs qu'il a mis, c'est plus pour permettre aux organisations municipales de pouvoir débloquer des programmes de remplacement des infrastructures et non pour le particulier. Ça, c'est dans un premier temps. Si je reviens au premier volet de la question, moi, si j'avais une résidence construite dans cette période-là, ce que je ferais, c'est que dans la mesure des bonnes pratiques, chaque jour, je m'assurerais de renouveler, de rafraîchir l'eau qui circule à l'intérieur de ma conduite. Ça veut dire que le matin, de faire un bon flush pour minimiser le plus possible la stagnation de l'eau dans vos conduites. Dans un deuxième temps, ce qu'il faut s'assurer aussi, c'est que si supposons qu'on est dans une situation où l'eau est un petit peu plus agressive et qu'on risque d'avoir peut-être un peu plus de mobilisation de plomb sous forme de particules, c'est important aussi régulièrement d'aller nettoyer vos aérateurs à l'intérieur, bien pas à l'intérieur, mais au bout de vos robinets. C'est des petits tamis là, qui sont installés, là, qui font en sorte que l'écoulement sort de façon plus homogène. Là. Mais ça, c'est des petits grillages qui peuvent retenir des particules puis qui peuvent devenir des sources d'accumulation de particules riches en plomb. Donc ça peut être une mesure aussi qui peut être faite. Et après ça, une fois que ça c'est fait, je vous dirais que c'est sûr que l'inspection visuelle, vous pouvez aller voir à votre valve d'arrêt si le matériel qui part du sous-sol, du sol vraiment, là, qui viendrait de votre branchement de service, si c'est un matériau qui est gris, qui est mat, qui n'est pas aimanté, que l'air fusionné avec la valve d'arrêt, ça, c'est comme un peu un indicatif que vous avez peut-être un branchement en plomb. Ça, c'est déjà un volet. Puis c'est peut-être aussi éventuellement de regarder quand vous refaites vos travaux de plomberie, puis que vous appelez un plombier spécialisé et certifié pour ça, de peut-être qu'il jette un petit coup d'œil au niveau des soudures et des raccords que vous utilisez. Puis si c'est des raccords qui sont en laiton puis qui sont d'origine, bien, ça vaudrait peut-être la peine de peut-être réactualiser votre plomberie. Mais sinon, bien, c'est sûr qu'au niveau de la ville, si votre résidence fait partie de, je dirais, des résidences qui sont construites avant 1980, dans un effort, je dirais, de moyen terme, on va faire du dépistage. Donc, on va probablement passer dans votre résidence pour aller voir ce qu'il y en est. Parfait, merci beaucoup. Il y a Camille Robitaille-Bérubé qui demande quels sont les symptômes liés à une exposition au plomb. Bien, Je sais que tu n'es pas médecin, mais... C'est ça. C'est ça que je ne suis pas une ressource par rapport au domaine de la santé. Je vais retourner à mes premières diapositives. Donc, c'est sûr que ce qu'on voit, là, c'est que de façon générale, ce que j'ai pu voir dans la littérature, c'est une hausse de la pression sanguine. Ça veut dire de la pression systolique, entre autres, là, ce qui peut être un des signaux. Mais encore là, c'est flou, dans le sens qu'il y a plein de choses qui peuvent entraîner une hausse de la pression artérielle. Il peut y avoir des problèmes métaboliques. Fait que je pense que c'est vraiment le médecin, quand il va prendre l'ensemble de votre portrait clinique, qui va pouvoir revoir avec vous si vous n'êtes pas justement dans une situation où l'exposition au plomb pourrait être une problématique. Puis, au niveau épidémiologique, c'est toujours complexe de vraiment rattacher une cause à ses effets. Donc, moi, je vous invite vraiment peut-être à en parler davantage avec votre médecin ou avec quelqu'un du milieu de la santé par rapport à ça. Je suis désolée, je ne peux pas m'engager davantage par rapport à ce volet-là. Comment, ici, quelqu'un de la Ville de Québec, comment assurer sa santé en faisant couler l'eau et assurer l'économie d'eau? C'est tout l'enjeu que je parlais tout à l'heure. On est déchiré à chaque fois parce que nous, on essaye de promouvoir une gestion durable, une gestion saine de notre eau. On essaye de sensibiliser la population, de ne pas gaspiller l'eau, surtout quand on a les périodes estivales où on a des épisodes de chaleur, puis que les gens arrosent à qui mieux mieux, puis qu'on a notre prise d'eau quand on voit le niveau baisser à vue d'œil. Mais d'un autre côté, tant qu'on n'aura pas mis en place les investissements nécessaires pour retirer le plomb de notre infrastructure, mais on va être toujours tiraillé entre les deux positions. Puis je vous dirais que dans le fond, c'est de regarder c'est quoi la valeur prioritaire. Est-ce que c'est l'environnement, la gestion de notre ressource ou la santé de notre population?
Fait que c'est pour Ouais. ça que là, présentement, là, je vous dirais qu'on essaye de faire le meilleur compromis possible, mais des fois, il y a des choix déchirants à faire, là. Oui, puis surtout que c'est pas. En fait, les plus grosses causes de perte d'eau, c'est souvent les fuites en réseau, Il y a ça aussi. l'arrosage des gazons et puis les remplissages de piscines, les vidanges, c'est les grosses causes de perte d'eau. J'ai un petit truc à donner aussi, c'est que Oui, moi, je suis dans une maison qui est typique pour avoir du plomb. Je ne l'ai jamais fait vérifier. Probablement, je vais être dans le programme. Mais en fait, depuis que mes enfants sont tout jeunes, je remplis des pichets d'eau. Après oui. utilisation intense d'eau, je remplis 3-4 pichets d'eau au frigo. En plus, ça enlève le goût du chlore. Exactement. C'est un bon truc que tu viens de C'est un donner là, bon. François. Fait que ça permet de ne pas faire couler l'eau à chaque fois. Puis nous, ce qu'on a vu aussi au niveau des données, là, c'est qu'une fois qu'on a rafraîchi l'eau là, dans une maison, là, après 30 secondes, une minute d'écoulement, généralement, là, ce qu'il y avait vraiment à sortir en termes de C'est contamination est sorti. Ouais, passé. c'est ça, ouais. Fait que au moins, puis je veux pas dire, il y a quand même 3 des causes qu'on mesure des taux élevés, là, mais dans 97 des cas, c'est suffisant comme mesure de mitigation pour vous assurer d'avoir Effectivement. le minimum d'exposition. Ici, il y a une question de Pascal Dubé. Il y en a beaucoup de questions, tu es populaire. Pascal Dubé. Existe-t-il des systèmes de traitement domestique efficaces pour capter le plomb dans l'eau à la sortie du robinet? Oui, il y a des systèmes, on appelle ça des point of use systems, là. Il y en a. Sans trop de surprise, c'est des systèmes de filtration au charbon activés avec certaines technologies. La problématique qu'on a avec ça, puis il y a les systèmes d'osmose inverse aussi. Je veux pas prôner pour une technologie plus qu'une autre. La particularité avec ça, c'est que faut s'assurer de bien connaître quelles sont les mesures d'entretien qu'il faut déployer pour ces Ouais, ça, systèmes-là. c'est essentiel. Ouais. C'est pas magique, c'est pas on le plug sur le robinet puis voilà, je suis sécurisée parce que souvent ce que ça peut faire, c'est entraîner d'autres problématiques avec les croissances microbiennes et tout ça et même de relargage du plomb parce qu'à un moment donné, ça a une capacité maximum puis quand il décide qu'il est plus capable, il va tout lâcher. Donc c'est très très important d'être au fait puis de s'informer sur les bonnes pratiques. Puis ce qui arrive aussi, c'est que c'est relativement dispendieux aussi pour un particulier. Je pense entre autres pour l'osmose inverse, là. Donc, ça relève quand même des outils qui sont disponibles pour la population. Ici, de toute façon, John McGrath, là, qui travaille sur le dossier du plomb à la Ville de Québec, parle d'un dispositif de filtration qui répond à la norme NSF 53. 53, oui. Ouais. Andrés Felipe Ardilla de la chaire, un étudiant de doctorat, demande les concentrations de contaminants peuvent-elles varier au cours de l'année? Il y a besoin d'actions spécifiques pendant l'hiver, l'été. En fait, oui, elles peuvent varier parce que la densité de l'eau, la viscosité de l'eau va varier en fonction de la température. Si on parle de la température au niveau de la solubilisation, l'hiver, ça va jouer pour nous, dans le sens qu'on va moins solubiliser. Sauf que si on parle d'effet d'érosion lié à la viscosité de l'eau, ben là, à ce moment-là, l'eau va devenir euh, différente, va avoir des propriétés qui vont être différentes, puis ça peut entraîner des modifications sur le comportement hydraulique à l'intérieur des réseaux, puis ça pourrait susciter des épisodes davantage de libération de plomb particulière. Donc, c'est oui, mais c'est pas clair exactement. Moi, je dirais que c'est sûr que de façon générale, on considère qu'au moins 50 à 75 du plomb est libéré sous forme de solubilisation. Donc, généralement, l'été, ça va être davantage Propice. problématique. Ouais. OK, donc Sylvain et Maurice Langlois, comment ça sera priorisé le dépistage des conduites au niveau de la municipalité au cours des prochaines années? La priorisation, dans un premier temps, ce qu'on va faire, puisqu'on a travaillé à développer, c'est un outil de priorisation. Ça veut dire qu'on travaille à établir quelles sont la période de construction qui sont les plus vulnérables par rapport ou les plus propices pour avoir utilisé le matériel du plomb au niveau des canalisations. Ces périodes-là, quand on regarde, nous, au niveau de notre territoire, c'est entre 1940 et 1955, parce que là, on a un bon pic d'utilisation au niveau des données. Puis ensuite, on a, avant 1940, 1940, on a une deuxième période où on a vraiment grandement utilisé le plomb. Puis c'est sûr qu'on s'attend que jusqu'en 1975, il va y avoir eu des installations de ces conduites-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prioriser en fonction de ces périodes de bâtis-là.
Donc, on va établir un ordre de priorité selon la période du bâti. On va regarder aussi en même temps l'indice de défavorisation parce qu'on le sait que l'exposition au plomb, ça ne se répercute pas nécessairement de la même façon si on est dans un milieu qui est favorisé versus un milieu qui est défavorisé, parce que ça dépend des ressources que les individus ont à leur disposition pour pouvoir contrer les impacts négatifs de cette exposition-là. Donc, nous, on va dresser, justement avec la carte de la CMQ qu'on a eue comme présentation de la semaine passée, là, super intéressant, on va pouvoir aller valoriser l'information des indices de défavorisation dans les aires de diffusion, puis on va les joindre, on va venir agréger cette information-là avec l'âge du bâti pour nous permettre de regarder où c'est que nos points prioritaires ressortent. Puis, on cherche aussi à prendre en considération le type d'eau. On le sait que notre eau qui est prise à partir du fleuve Saint-Laurent, elle est plus alcaline, elle est plus minéralisée, elle est moins propice à libérer du plomb que l'eau qui provient de la rivière Saint-Charles ou de la rivière Montmorency. Donc, ça aussi, ça va venir nous aider là, pour pouvoir prioriser nos dépistages. Et, il y a une question de Claude Langlois, lui, il est de la communauté métropolitaine de Québec. Bonjour, oui. Claude, il est là. Ah, donc, bonjour. Veux-tu poser des questions, Claude? Oui. Ben, en fait, j'ai oublié un tu, en fait, à ma question. Dans le fond, c'était pour répondre aux questions, entre autres, de Sonia, puis tout ça. Ben, en fait, c'est une réflexion qui me venait. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là, question d'avoir la conscience tranquille, par exemple, que les nouveaux projets là, de développement, on n'a pas besoin on a moins besoin de s'inquiéter versus justement, y a-t-il comme vous l'avez dit un petit peu, une ou des années charnières qui font que on peut avoir l'esprit tranquille. Moi, j'habite dans une résidence de 86, par exemple, à l'ancienne Lorette. Est-ce qu'on peut se dire, ben écoute, toi, c'est correct, tu n'as pas trop besoin de t'exciter avec ça, là? Bien, je vais par phase. La problématique du branchement de service, si la maison a été construite en 1986, il y a peu de chances que le branchement soit en plomb. Déjà là, au moins, on enlève à peu près 50 de la source possible de plomb. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure aussi, on a travaillé à épurer les matériaux utilisés pour les accessoires puis pour tous les processus de soudage et ainsi de suite. Puis ça, mais cette norme-là, elle est rentrée en vigueur en 1990. Fait que ça serait possible, en théorie, là, je ne veux pas parler d'un cas particulier, mais ça serait possible qu'il y ait eu du plomb éteint 50-50 utilisé pour faire des soudures. Ça serait possible que le laiton de certains raccords, de certaines valves soit de moins bonne qualité, qui soit enrichi de l'ordre de 8 à 10 en plomb dans cette période-là. Donc, ça pourrait être une source d'exposition. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le plomb, si j'allais dans votre résidence, à titre exploratoire, peut-être que je verrais des niveaux de plomb plus élevés sur mon premier jet, puis qu'après ça, ça serait correct au niveau de ce qui est contribué par le branchement de service puis le réseau d'aqueduc. Autre élément, à partir de 1990 jusqu'à 2010, il y a eu du travail aussi qui a évolué. Donc, on a travaillé à raffiner encore plus la qualité des matériaux. Puis, on peut dire qu'à partir de 2010-2014, c'est là où les laitons, normalement, qui sont utilisés, devraient juste contenir des impuretés, donc moins de 0,25 de plomb à l'intérieur. Et l'utilisation du PEX, qui est de plus en plus courante aussi, aide grandement pour ça. Sauf que généralement, le PEX qu'on avait, c'était des raccords en laiton pour pouvoir faire les connexions. Fait que là, ça, c'est comme un kit ou double. Si on est dans une section où l'eau est corrosive, ben, la corrosion va s'attaquer à ces raccords-là. Fait que c'est à regarder. Mais moi, ce qui m'embêterait, c'est que c'est sûr que quand on regarde sur papier, une maison qui est construite depuis 2015, disons, ne devrait pas avoir de risque. Cependant, les matériaux qui sont utilisés en plomberie, souvent, ils viennent de la Chine. Ils viennent de d'autres pays où, malgré les accords internationaux, ces exigences-là en termes de contrôle qualité ne sont pas nécessairement respectées et ne sont pas nécessairement traçables. Nous, on se rend compte, même dans nos propres cahiers des charges, quand on fait des appels d'offres ou des choses, qu'on a de la difficulté à vérifier que nos exigences de qualité soient respectées parce que ce n'est pas inscrit de façon, c'est pas labellisé sur les matériaux. Donc, c'est encore flou par rapport à ça. Mais c'est sûr que depuis 1990, je vous dirais qu'il y a beaucoup moins de chances d'être confronté à une problématique de plomb. Ouais. OK. Donc, il y a une question de Manuel, mais avant de passer à Manuel, je vais bien rappeler, il y a Anouka
et quelqu'un d'autre aussi, Yanouka du ministère de l'Environnement, qui a mis en lien dans le chat des informations concernant quoi faire si on a des problèmes de plomb dans l'eau potable. Donc, Manuel... Oui, bien, François, l'autre personne qui est mis pour le site de la santé, c'est moi. OK, c'est toi. OK, excuse-moi. Juste un petit complément. Oui. Donc, on n'a pas, François, dans le fond, affilé comme un criminel de l'environnement là, pour prendre une image forte. Si donc on fait couler l'eau, là, tu nous disais que les piscines, puis en fait, les fuites d'un réseau sont vraiment beaucoup, beaucoup plus préoccupant que le fait que, parce qu'à 500 000 personnes, mettons à 300 000 foyers, et si on se met tout à faire couler l'eau avant d'avoir pendant 10 minutes, je ne sais pas, j'exagère, 5 minutes, ça commence à en faire de l'eau. Là, ça va faire peut-être un... Moi, j'ai calculé, là, en fait, le meilleur gauge, c'est l'hiver dans la maison. Ouais. Là, c'est vous mettez votre main en dessous de l'eau, puis dès qu'elle commence à être froide, vous avez le réseau, en fait, ou près du réseau. Ça, c'est moins que 5 minutes. Oui, c'est moins que 5 minutes. Surtout pour les maisons. Et puis ça représente à peu près, moi je l'ai calculé, là, à peu près 3 litres, 3-4 litres d'eau. Dans mon cas à moi, là, parce que moi, je ne sais pas des maisons qu'on a. Mais je ne dis pas que ce n'est pas important, mais quand on va être rendu à cette consommation-là d'eau, qu'il va falloir faire attention à ça. Ça veut dire qu'on va arrêter tous nos autres problèmes de gaspillage, de fuite. Donc, c'est ça que c'est un petit peu... Mais jamais j'irai dire sur une tribune publique qu'il ne faut pas faire attention à l'eau, là. Mais c'est rien que pour mettre les choses en perspective. En fait, aussi, ce que je pense qu'il faut garder en perspective, c'est que ça va être une mesure transitoire. Dans le sens où avec le programme, la réglementation qui est mise en place... ce que le gouvernement demande, c'est que graduellement, les citoyens, pas les citoyens, mais les organisations municipales corrigent leur situation. Ouais. Donc, à moyen terme, c'est une situation qui va se corriger, puis qui va faire en sorte justement qu'on n'aura plus à promouvoir ce type de mesures correctrices-là. Donc, on va passer à la prochaine question de Manuel. Manuel, est-ce que tu veux la poser? Oui, bonjour. Merci beaucoup, Christine, pour cette super présentation très vulgarisée, très utile. Mais pour diminuer le sentiment de culpabilité, on pourrait prendre des douches moins longues aussi, et comme ça, on va faire couler l'eau. Oui, il y a ça aussi. J'ai une question sur le taux de non-conformité, parce que tu as dit que, bon, évidemment, la norme a diminué à 5 et vous avez un taux de non-conformité peut-être de 3 fois plus qu'avant. Là, on parle de non-conformité dans le réseau public. Comment ça, c'est ça, dans le réseau public? En fait, c'est que c'est une augmentation de 333 %. Cette augmentation-là, elle est liée, 1, à l'abaissement de la norme et 2, à la nature de l'échantillon qui est pris. Okay. Avant, l'échantillon était pris après 5 minutes d'écoulement. Maintenant, on est au premier jet après stagnation. Mais dans les 5 minutes d'écoulement qui correspondent au réseau public, vous avez des non-conformités encore, c'est ça? Oui. Et comment ça se passe avec les réponses au gouvernement, au ministère pour ces non-conformités? C'est quoi les obligations de la ville? Les obligations de la ville, c'est sûr que dans un premier temps, le règlement nous demande d'aviser le ministre et la direction de la santé publique pour justement les mettre au fait de la situation. Donc ça, a priori, moi, à partir du moment où on a au premier jet un dépassement de 5 microgrammes par litre, le mécanisme de communication se met en branle. Puis nous, cette information-là va nous indiquer, premièrement, est-ce que j'ai une problématique qui est liée juste à la plomberie domestique ou c'est quelque chose qui est de notre ressort en termes d'organisation municipale? Dans le sens où en faisant tous les échantillons successifs, je suis en mesure d'identifier si, moi, en tant que ville, j'ai une part de responsabilité. S'il y a une part de responsabilité qui est associée au branchement de service, là, on fait, nous, des investigations, puis on fait le travail nécessaire pour procéder au remplacement du branchement qui est problématique. Et ce qui nous est demandé aussi, c'est que, par la suite, c'est qu'on tienne compte de ces informations-là pour pouvoir actualiser notre plan d'action pour l'année subséquente. En fait, pour les années subséquentes. Donc, tout notre plan de dépistage, il va devenir intelligent dans le fond, où on va agréger l'information au fur et à mesure, puis ça va nous permettre de pouvoir vraiment identifier les zones qui sont vraiment plus problématiques
au sein de notre réseau d'aqueduc. Ça, c'est la phase 1. La phase 2, ça va être le contrôle de la corrosion. À partir du moment où on va avoir bien avancé dans notre dépistage, puis qu'on va avoir éliminé carrément les branchements en plomb qui sont des sources majeures d'exposition, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir bonifier le contrôle de la corrosion qu'on fait aux usines et peut-être même carrément sur le réseau d'aqueduc. Il va y avoir du travail à faire pour déterminer quelle sera la façon optimale de le faire pour que, justement, s'il reste des accessoires, particulièrement dans les résidences privées, qui sont contaminés au plomb, bien, à ce moment-là, en venant contrôler les mécanismes de corrosion, bien, on va ralentir la libération, puis on va réduire la libération du plomb dans l'eau potable. Ici, ça achève, hein? Il y a beaucoup d'intérêt pour ta conférence. Donc, on achève, mais j'aurais une dernière petite question de Caroline Robert du ministère de l'Environnement. Oui. Rapidement, donc il va falloir répondre rapidement Okay. Parce que je dois faire une petite annonce avant de quitter. Donc, Okay. avez-vous des échanges avec, voilà, il est disparu, avec les centres de services scolaires et les écoles qui ont réalisé de leur côté du dépistage dans leurs bâtiments? Bien, nous, depuis 2015, on fait du dépistage dans les écoles. Donc, entre autres, on avait vu sortir ça un petit peu dans les médias l'année passée. On essayait dans le cadre, parce que c'était dans le cadre du règlement sur la qualité de l'eau potable qu'on le faisait, on avait essayé d'instaurer vraiment plus un mode participatif avec eux pour justement les aider à améliorer leurs infrastructures. Cette année, par exemple, on a laissé un peu plus de place aux écoles pour qu'ils puissent adresser eux-mêmes leur propre dépistage, mais on va rester dans la chaîne pour pouvoir aller faire le dépistage des entrées de service. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas totalement arrimé, mais on prend note des résultats qui sortent, puis on compare aussi par rapport à ce qu'on avait vu par le passé. Puis dans les zones où on voit que ça risque d'être problématique, puis qu'ils n'arrivent pas à corriger la situation, bien, c'est sûr qu'on va aller investiguer. Là, je vous dirais que cette année, étant donné que ce n'est pas encore entériné dans le règlement sur la qualité de l'eau potable de façon fixe, on a comme gardé un petit peu là, de marge de manœuvre de ce côté-là là, pour laisser les écoles faire face un peu là, à l'effort qui leur était demandé. Parfait. Bien, merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup tout le monde d'avoir assisté à cette conférence. Donc, je vous invite à vous inscrire pour la prochaine conférence qui va avoir lieu le 2 décembre à midi, toujours à la même heure, et qui va être donnée par Anouka Bolduc, qui est biologiste spécialiste en toxicologie à la direction de l'eau potable et des eaux souterraines du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Le titre de sa conférence sera « Réglementation en matière d'eau potable au Québec, portrait de la situation et constat de mise en œuvre ». Donc, il ne me reste plus rien qu'à vous remercier tous. C'est toujours plate de terminer la conférence, hein, ça va faire un off, tandis que quand on a une conférence en vrai, on a le temps de se parler un petit peu. Donc, ça va être, quand je vais peser sur le piton, tout le monde va débarquer. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir assisté et d'avoir rendu, d'augmenter la popularité de nos conférences à travers Bien, merci pour votre écoute puis pour l'intérêt des questions que vous m'avez proposées. Je trouve ça vraiment plaisant de voir que c'est quand même un sujet d'intérêt collectif. Parfait. Puis tout le monde, il y a plein de félicitations qui sont là. De merci de tout le monde. Donc, parfait. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Bien, merci. Au revoir. Au revoir.